Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au Tchad et au lendemain des obsèques d'Idriss Déby Itno, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad FAT s'est dit ouvert à un cessez-le-feu suite à une médiation lancée par les présidents du Niger et de la Mauritanie. Mais la junte au pouvoir et conduite par Mahamat Déby, fils de l'ex-chef de l'État, a annoncé ce dimanche son opposition à toute négociation avec les rebelles du FAT. Aussi a-t-elle appelé le Niger à coopérer pour faciliter la capture de ces, je cite, criminels de guerre. L'heure n'est ni à la médiation ni à la négociation avec des hors-la-loi, a déclaré Azem Bermondo Aguna. Le dialogue est-il encore possible entre FAT et junte ? Que signifie concrètement cette sortie de la junte que cherche le Niger dans cette affaire? Tchad appelle au dialogue du FAT face au refus de la junte. Que faire? C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et tous, bonjour et bienvenue. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Emel Guérin, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Face à vous, Maman Tarchoukou, bonjour. Bonjour. Vous êtes un acteur politique nigérien. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau face à Emel Guérin. Ma première question est pour vous, Maman Tarchoukou. Le Tchad, il y a une semaine, on ne s'y attendait pas. Aujourd'hui, le Tchad n'a plus Idriss Déby Itno. Et le Tchad vient d'enterrer Idriss Déby Itno. Quelle est votre première réaction à cette actualité brûlante? Merci pour ma première réaction. D'abord, je voudrais rendre mes condoléances à la famille de Déby, la famille dans laquelle j'ai beaucoup d'amis et que je connais beaucoup parmi eux. Donc, vraiment que la terre lui soit légère. Et la mort de Déby nous a montré qu'il n'est pas immortel. Et ça fait très longtemps qu'il est là, de telle sorte qu'on avait, surtout nous de l'Afrique de l'Ouest, à un certain moment, nous avons pensé qu'il est tellement fort, il est tellement puissant qu'il n'est peut-être invincible. Mais heureusement, lui, chaque fois, il le répète et il le dit qu'il va mourir sur les champs de bataille. Il ne va pas fuir. Et donc, je pense qu'en quelque sorte, ses vœux sont exaucés. Bon, c'est aussi la particularité du Tchad. Déby n'est pas le premier chef d'État tchadien qui va au front. Goukouni Ouédé, à son temps, était au front. Hissène Habré était au front aussi. Ngarta Temoulbaye aussi était au front. Donc, au Tchad, c'est presque une tradition que les chefs prennent la tête. Donc, voilà, c'est triste. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, mais voilà, c'est arrivé. Et maintenant, il faut construire le devant. Il faut aller de l'avant. Voilà. Ouais. Alors, Emel Guérin, au Tchad, donc, la rébellion dit entendre l'appel au dialogue des deux chefs d'État du Niger et de la Mauritanie, qui sont donc membres actifs du G5 Sahel. Ces deux chefs d'État-là estiment qu'il faut discuter et que tout le monde devrait pouvoir être appelé à échanger. Mais la junte ne l'entend pas de cette oreille-là. Elle a, à travers donc une communication ce dimanche même, dit qu'il n'y a pas de possibilité de négocier avec des rebelles. Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais, si vous me le permettez, vous souhaiter joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Bon, voilà, et oui, j'ai été. C'est une question de rapport de force. Rapport de force parce que vous vous souvenez, juste après que Idriss Déby Itno a décimé la rébellion le week-end dernier, le ministre de la Défense avait dit pas de négociation avec les rebelles. On continue. Parce que les rebelles étaient en fuite. C'est tout là même, tout le doute qui s'installe sur la manière dont le maréchal a été tué. On va en parler. Et donc, après, quand il a été tué, le lundi, ils sont revenus en temps pour dire qu'on pouvait négocier avec eux. Que tout le monde bat la terre. Maintenant, aujourd'hui, que la France a encore bombardé à nouveau cette rébellion,
Il y a eu près de 100 000. Heureusement que le chef rebelle Mahamat Ali a échappé belle à la mort. Je crois que la junte militaire s'est retrouvée en force et je dis, il ne faut pas négocier. Le porte-parole, le général Azem a appelé les présidents nigériens et mauritaniens, je crois, à les soutenir, à combattre, à arrêter les rebelles jusqu'à leur dernier retranchement. Cela est un peu ambigu. Lorsque on sait que c'est cette rébellion qui a mis fin au jour d'Idriss Déby Itno, ça fait mal pour ses partisans. Et cette junte aujourd'hui, je crois, les 2 tiers sont de l'ethnie du maréchal du Tchad. Les Agaba. Les 2 tiers de la junte militaire aujourd'hui, de cette comité de transition. Comité militaire de transition, oui. Voilà, les 2 tiers sont de son ethnie. Ce qui replonge encore la problématique du clivage au sein de l'armée tchadienne. Or, cette ethnie Zagawa fait environ 5,2% de la population sur les 16 millions que le Tchad compte. Alors le reste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a, même si l'armée est composée en majorité de cette ethnie-là, Déby Itno gouverne sur des bases claniques, absolument. Et ce qui est curieux, on constate que la plupart des rébellions sont issues de son ethnie. Sinon même de sa famille proche. De sa famille très proche. Alors, ce qui va poser le problème, comment les gens vont réagir? On a même entendu quelques voix, un certain général qui aurait dit qu'ils ne vont pas obéir à cette junte. Moi, je crains beaucoup plus la population civile, où l'opposition politique a déjà appelé, je crois, à partir de demain, à des manifestations pacifiques. Alors, si ces manifestations prennent de l'ampleur, comment la junte va-t-elle réagir? Va-t-elle réprimer sur ordre paternel de la France? Ou que va-t-elle faire? Et si jamais elle se lance dans une répression sanglante, je crois qu'elle a peu de jours à susciter. Pourquoi? Je vais vous expliquer simplement, j'ai toujours dit ici que le pouvoir est divin. Alors quelque chose est en train de se passer. Mon co-débatteur vient de dire qu'il pensait qu'il était éternel, mais heureusement qu'il ne l'est pas. Et donc, la vie humaine n'est pas éternelle. Ceci étant, ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui à travers le monde, d'où ce processus de transmutation fait en sorte que certaines choses ne sont plus permises. Que ça ne dépend plus d'une force politique, ça ne dépend plus du pouvoir militaire, ça dépend aujourd'hui de Dieu qui décide aujourd'hui. Alors si cette junte n'a pas l'onction divine, elle ne va pas exister, elle ne va pas être éternisée. Donc je pense qu'il faut rester dans la logique de négociation. Négocier avec tout le monde pour faire table. Puisque Déby Itno même a dit qu'il n'y a que la guerre qui peut me faire partir. En disant je ne suis pas allé en Djamena par un billet d'avion, j'y suis allé par la guerre. Nous sommes en guerre aujourd'hui. Et je ne vois pas aujourd'hui cette armée pouvoir résister. D'abord, entre le djihadisme, je rappelle que, pour moi, Déby Itno n'est pas forcément le chantre de la lutte contre le djihadisme. Il y a d'autres qui le font aujourd'hui. C'est parce que certaines armées de la sous-région ne sont pas décidées, ne sont pas entrées dedans. La question est là. Et c'est parce que d'abord, il a été attaqué à l'intérieur du Tchad par Boko Haram, il est rentré dedans. Et qu'après, même si François Hollande dit, lui, il avoir sollicité, lui avoir demandé de venir, parce que les soldats français n'ont pas envie de mourir pour ça, au fond. Donc, le Tchad est volontaire, le Déby est volontaire, il ramène ses soldats pour aller mourir facilement au front, pour que lui, on puisse le protéger ici. Et je pense très sincèrement que la France est en train de commettre une grave erreur historique. En parlant de transition pacifique, et non de transition démocratique. Ça, les Africains en ont marre de ça. Où il n'y a pas de bons démocrates et de mauvais démocrates. C'est-à-dire que, selon le terrain, je suis d'accord, la réelle politique, mais qu'est-ce que la France a fait dedans, ouvertement comme ça, en disant, nous n'allons jamais laisser le Tchad basculer. C'est pas à Macron de venir nous dire ça. Le Tchad appartient aux Tchadiens. Et si Idriss Déby Itno avait réellement été élu, avait le soutien populaire, ce n'est pas à lui de venir, c'est le peuple qui va protéger, c'est le peuple qui va assurer la stabilité, la sécurité du Tchad. Ça appartient au peuple. Mamanta Choukou, on a l'impression aujourd'hui que la junte semble renforcée après les obsèques de Idriss Déby Itno. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que la junte refuse de négocier avec les rebelles du FAT?
Ok, moi, bon, je voudrais un peu revenir sur les aspects ethniques de la situation tchadienne. J'ai écouté le ministre des Affaires étrangères française, Jean-Yves Le Drian, qui dit que bon, il y a une colonne de Gourans qui viennent de la Libye pour menacer le Tchad. Et aussi, on parle le plus souvent, les gens parlent de l'ethnie de Déby. Et qui est une ethnie minoritaire, tout comme les Gourans, qui sont tous une ethnie. C'est des ethnies alliées. C'est des ethnies cousins, en fait. Merci. C'est la même, j'ai toujours dit Déby. Ça vient quand vous prenez le fils de Déby qui est actuellement là, Mohamed Kaka, sa mère est Gouran et son père est Zgawa, comme Déby lui-même en personne. Tout à fait. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème ethnique, mais c'est surtout des problèmes politiques. Maintenant, ethniser ces problèmes, ça peut créer d'autres problèmes qu'on ne peut plus gérer. Et espérons que les gens, la gente et la rébellion ne vont pas suivre en tout cas les dires de M. Le Drian. Donc, moi je pense que la gente n'est pas en position de force, mais plutôt elle est dans une situation un peu compliqué. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, le Tchad est resté traditionnel. C'est-à-dire qu'on a tué son père il y a quelques jours et que dans la même semaine, il n'a même pas fini la quarantaine. Il ne peut pas venir dire négocier avec la personne qui est la cause de la mort de son papa. Donc il y a des trucs comme ça qui il y a des explications traditionnelles. Il y a des explications traditionnelles qui peuvent justifier le refus actuel. Mais je pense que la mobilisation de la société civile, la mobilisation des partis politiques, de l'opposition, et aussi la population, comme mon co-débatteur a dit, si Déby est réellement élu, la population serait le premier défenseur du régime de Déby. Donc ce n'est pas la France qui va venir dire qui va être président ou qui va succéder à qui. Donc je pense que le temps de deuil passé, la gente va revenir à des meilleurs sentiments. Et aujourd'hui, nous avons deux forces en position. S'il y a négociation, il ne peut y avoir qu'entre le FACT et la gente. Donc, si la gente dit n'est pas d'accord avec, ou bien ne négocie pas avec le FACT, et que le FACT est prêt pour une négociation, vous voyez, et pour une table ronde, un dialogue inclusif, c'est-à-dire que la position du FACT s'approche à celui du peuple ou bien des partis politiques et de la société civile. Donc aujourd'hui, le FACT se trouve a presque la même idée, ou bien en tout cas ça s'aligne sur les revendications de l'opposition qui est de créer les conditions d'un dialogue inclusif pour qu'on puisse partir sur de nouvelles bases. Et je pense que la France ne va pas accepter. Moi, je crois plus le refus de la France à avoir une situation où les Tchadiens vont trouver un mécanisme interne à eux sans son influence. C'est surtout ça c'est la France qui est en train d'influencer la gente, parce que c'est la France qui a créé la gente. La France qui a créé la gente. C'est la France qui a garanti à la gente que toute menace qui sera contre eux elle va intervenir. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, la gente ne peut, comment on appelle, la France est la seule à faire basculer, à faire changer d'avis à la gente. Et donc si la France est prête pour le dialogue demain, vous pensez que la gente va y aller? La gente va y aller. La gente est là grâce à la France et il fait ses menaces grâce à la France. Du moment où le FACT qui a pris presque toute la zone, la bande nord du Tchad, qui est plus vaste que certains pays de la sous-région ouest africaine. Donc cela veut dire qu'ils sont en position aussi de négocier, ils sont en position de force pour qu'on tienne compte de leur point de vue aussi. Tout à fait. Donc, et vous voyez, moi, la désignation du Nigérien et du Mauritanien comme médiateur ou comme facilitateur, je ne sais pas quel terme il faut utiliser. Et aussi, c'est la France.
qui a désigné ces gens-là, qui sont un peu dans la même situation qu'en réalité, qui sont un peu dans la même situation que Mohamed Kaka, même si il a fallu des élections pour qu'il soit là, mais qui sont des gens qui sont là par la bénédiction de la France. Donc, vraiment, je pense que la France est en train de chercher à une main mise sur la situation, sur le Sahel, d'une manière générale. Et le Tchad, ce sera comment on appelle la pierre d'achoppement de cette situation, des difficultés que la France va rencontrer dans le Sahel. Alors, Emel Guéret, est-ce que la paix et la stabilité dans le Sahel ne passent pas par une stabilité au Tchad? Est-ce que quelqu'un gagne à ce que le Tchad bascule dans la violence aujourd'hui? Non, je crois qu'aucune des parties ne gagne que le Tchad bascule. Il est que simplement que la France veut toujours continuer à avoir la même mise, à maîtriser le terrain. Et la France a beaucoup d'intérêt, il faut comprendre. Nous sommes dans une situation de rapport de force, une situation géopolitique, rapport de force. Pour la France, si la France perd le Tchad, c'est terminé pour la France dans la zone. Pourquoi lui expliquer? C'est-à-dire qu'avant ça, je voudrais rapidement rebondir sur un aspect d'aller au fond de choses dans la tradition tchadienne. Je ne suis pas sûr. Pourquoi? Un président allait au front, je crois que c'est Idi Déby qui l'a initié. Koukoune Ouédé a été au front parce qu'il était rebelle. Il était rebelle. Comme Hissène Habré qui, avec Déby, c'est les deux qui ont débouté Koukoune Ouédé. Mais Déby, il a redit plusieurs fois, il n'y en a pas en Afrique qui va au front comme moi. En tant que chef d'État, ce n'est pas la même chose. Et pour dire aujourd'hui, la situation du Tchad dépend de la stabilité de la Libye. Pourquoi? La plupart des rébellions sont issues du sud de la Libye. Et la Libye aujourd'hui est dans un bazar total. Or, tout le monde sait aujourd'hui que c'est le général Haftar qui a armé et financé cette rébellion-là. Et qui est le général Haftar? Il est soutenu par la France en Libye, contre la Turquie, contre les Russes. Pas uniquement la France. D'accord, il y a l'Égypte aussi, je suis d'accord. Mais la France a exprimé clairement son soutien à Haftar. Vous comprenez? Et ces armes, c'est qui a financé? La France est complice de cette rébellion-là. Accusée d'être complice. Enfin, quand nous suivons l'itinéraire de ces rebelles-là, Haftar, la France, tout le monde sait, c'est public, que la France soutient Haftar. Il suffit que la France dise, nous ne voulons pas ça. Sinon, nous te soutiendrons notre soutien en Libye. Haftar va exécuter. C'est tout. Haftar aussi veut avoir un appui au Tchad. Si aujourd'hui, un président tchadien devient un soutien du Haftar, ben, c'est une puissance pour lui, c'est une force pour lui, pour peser lourd dans la balance militaire et politique aujourd'hui en Libye. Et donc, cette situation est dans la Turquie aussi, veut essayer de répandre son hégémonie dans tout le monde. On dirait que c'est l'Empire ottoman qui est en train de revenir. Et donc, quand vous voyez cette situation, c'est compliqué. Et pire encore, le groupe Wagner est encore là, aux côtés de Haftar. Donc, qui dit Wagner dit la Russie. On connaît aujourd'hui la puissance militaire de frappe de la Russie, qui n'a pas d'égal aujourd'hui dans le monde. Les preuves sont là, militaires. Et donc, par rapport à ça, comme il a dit, la junte joue un rôle très dangereux en refusant de négocier. Parce que si aujourd'hui, cette rébellion retrouve... C'est vrai, vous savez, la rébellion n'occupe plus tellement le Nord, parce que lorsque les frappes françaises ont démarré, enfin, pas françaises, lorsque les renseignements français ont aidé l'armée et l'aviation tchadienne à les décimer, ils ont pris la fuite vers le Niger. Et c'est ça que craint réellement aujourd'hui la junte, pour ne pas avoir, que cette colonne qui a fui vers le Niger n'aille pas faire des alliances avec les djihadistes. Et là, ce sera très compliqué pour le Tchad. Or, aujourd'hui, la France, en réalité, devait demander à ses enfants qu'il a mis là aujourd'hui de négocier simplement, de négocier, et surtout avec la classe politique. Si la classe politique, c'est vrai que Macron a martelé que la durée de 18 mois et rien que pour ça, alors que la junte, dans sa charte, a dit s'il n'arrivait pas à mettre en place les institutions devant aller aux élections, pourrait être prolongé. 18 mois renouvelable. Pas question, mais je crois que c'est du pipeau. Ils vont aller au-delà de 18 mois et Mahamat va rester encore au pouvoir. Ça, on veut juste endormir la classe politique, simplement. Or, vous savez, les Tchadiens sont courageux. Malgré la répression, malgré le pouvoir autocrate d'Idi Déby, il y a toujours des manifestations. Même ces élections, il y a toujours des manifestations sporadiques, des jeunes qui sortent. Vous savez qu'il y a un mécontentement général interne.
Donc il faut tenir compte de la société civile et réfléchir, avoir des propositions. Ça veut dire quoi? La classe politique et la société civile doivent être consultées. Est-ce qu'il faut négocier avec les rebelles? Ce ne serait plus aujourd'hui la jeune sœur qui se lève et pour dire oui, aujourd'hui on négocie, demain on ne négocie pas. Et comme ça, c'est une faille grave, faiblesse grave que les rebelles. Parce qu'aujourd'hui, les rebelles ont déjà une certaine capacité militaire, quoi qu'on veuille. Et là, elles peuvent échapper belle à la France. La France compte sur la force Barkhane, d'accord, pour bombarder, mais nous sommes dans sur un vaste territoire désertique, sur le massif de Tibesti et tout ça. C'est compliqué aujourd'hui. Le Darfour qui est en insécurité, la Centrafrique où il y a une rébellion, le Niger, le Nigeria où Boko Haram, où le djihadisme sévit sérieusement, le Cameroun qui est aussi très instable et la Libye, n'en parlons pas. Donc la position aujourd'hui de la France est très compliquée géostratégiquement parlant et la France doit jouer le jeu de l'apaisement, non pas, comme il a dit, surfer sur les ethnies. Ça va aggraver la situation. Alors, Maman Tachoukou, pourquoi est-ce que la junte cite nommément le Niger? La junte serait-elle en train d'accuser le Niger d'avoir quelque implication que ce soit dans cette rébellion-là? Oui, bon, vous savez, avant de répondre à votre question, je voudrais un peu revenir à ce que mon co-débatteur a dit. C'est vrai que les FAT a eu de très bonnes relations avec Haftar, qui était leur soutien en Libye. À un certain moment, ils avaient des relations avec la milice de Mesrata, qui est pro-Tripoli. Mais après, ils ont carrément changé et sont devenus des alliés de Haftar. Et Haftar a comme allié aussi la France, le Qatar, l'Égypte, qui c'est un imbroglio dans lequel on ne comprend pas qui soutient qui, parce qu'il y a la Russie aussi qui soutient Haftar. Et aujourd'hui, à un certain moment, l'opinion, c'est vrai, à penser que est-ce que le FAT n'est pas soutenu par la France. Mais avec les interventions des uns et des autres que nous avons vues, la France est restée fidèle à Déby et à son clan. Mais le Niger, parce que la zone de conflit, le Kanem, fait frontière avec le Niger. Moi, chez moi, je suis de Ningigimi. Donc, on a cité Ningigimi, et Ngourti, je suis aussi, j'étais candidat aux récentes élections, candidat de Ngourti. Donc, je suis né et grandi dans cette zone. Mon village est le dernier village avant le Tchad. Donc, je ne suis pas très sûr de ce que mon ami l'a dit, que la rébellion a été décimée et il a pris la fuite vers le Niger. Parce que le Niger, la frontière dont on parle, c'est un terrain dégagé, qu'une rébellion ne peut pas aller s'exposer comme ça sur un terrain dégagé. Je pense qu'elle doit chercher un endroit vraiment pour se mettre à l'abri des bombardements. Et c'est pour ça, ils ont la zone des Ouarké, les massifs de Tibesti, ou bien le lac Tchad. Ce sont les deux endroits où... Ce sont les deux endroits où on peut vraiment échapper à une puissance, à des bombardements. Maintenant, le problème de lac Tchad, il y a un autre problème parce que les FAT étaient alliés à Haftar et ils ont combattu ensemble avec, y compris les Américains, tout ça là en Libye, Daesh. Tout à fait. État islamique. Et Boko Haram, c'est je ne sais pas, c'est une filiation ou c'est une branche de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. C'est ce qui se dit. Donc, aujourd'hui, tout le monde sait que le lac Tchad est occupé, en tout cas dans sa partie nigérienne et nigériane, par Boko Haram. Donc, le fait serait, en se plaçant dans cette zone, il aura un autre ennemi. Donc, je pense que ça va pas être aussi stratégique de leur part d'être sur plusieurs fronts. Donc, il faut reconnaître qu'au Tchad, que ce soit l'armée, que ce soit les rebelles, aucun n'a une relation quelconque. Les Américains l'ont dit, le commandant américain a dit au Congrès, il a dit qu'ils n'ont aucune relation avec des djihadistes ni avec des terroristes. Donc, c'est véritablement des hommes politiques qui sont connus, souvent même des partis de l'opposition qui sont partis rejoindre le FAT. Donc, je pense que le Niger, le fait que la junte cite Niger, moi, à mon avis, que la junte ne maîtrise pas ce qui se passe sur le terrain. Ah bon? La junte
n'est pas sûr de connaître les positions actuelles des facts. Parce que, en connaissant le Niger, je sais que la partie dont on a cité, c'est impossible que quelqu'un qui fuit des bombardements puisse venir s'installer là-bas. Donc, je pense que ce serait pas. S'ils avaient cité la zone de Madama ou la frontière libyenne, là où il y a vraiment le même relief que le Tibesti, je serais d'accord. Mais Ngourti, Ngimi, je pense que ce ne serait pas une position pour aller se cacher des bombardements, parce que c'est pratiquement, on voit une personne à plusieurs kilomètres, c'est vraiment un terrain dégagé, plat, Sahara, il n'y a rien. Donc je pense que le Niger, le Kanem fait frontière. On pense aussi que, en grande partie d'ailleurs, ça c'est l'opinion, on pense que les facts ont fait un crochet au Niger avant de partir, en évitant certaines positions de l'armée tchadienne à la frontière tchado-libyenne, pour maintenant se faire une petite incursion à l'intérieur du Niger et aller. Mais ça aussi c'est des spéculations. Ce qui est sûr, c'est que le Niger et le Tchad ont 1500 km de frontières. Et ça va être... c'est beaucoup. C'est beaucoup. Quelques fouillards peuvent venir, mais je ne pense pas que ça soit l'endroit stratégique pour se replier. Pour se replier. Alors, je reste avec vous. J'aimerais votre lecture par rapport à la médiation nigérienne. Pourquoi Bazoum Mohamed, un médiateur dans cette affaire-là, avec le président mauritanien? Bon, vous savez, le Tchad a été, dans les années 90, dans la fin des années 90, il y avait une rébellion nigérienne dans la zone du lac Tchad, et le Tchad était médiateur. Donc il a fallu que le Tchad fasse la médiation pour que l'État du Niger et cette rébellion se réconcilient. Donc je pense que le Tchad et le Niger sont très voisins, et ils ont à tout point de vue les mêmes réalités. Et donc, Bazoum aussi, non seulement il est actuellement le président du PNDS, mais il est aussi, comment on appelle, originaire de la zone frontalière. Donc cela veut dire qu'il peut avoir des relations personnelles. Il peut aussi avoir des connaissances de part et d'autre. De la rébellion. De la rébellion et de l'État tchadien. Donc je pense que c'est parmi les chefs d'État, il est peut-être la meilleure personne, ou bien la mieux indiquée en tout cas pour faire cette médiation. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est pourquoi le Tchad faisant partie du CEMAC, de l'Afrique centrale, ou bien du donc tous ces pays, toutes ces organisations qui devaient avoir vraiment normalement des mots à dire en premier, n'ont pas réagi. Presque tous les pays de l'Afrique centrale n'ont pas réagi. D'ailleurs, pour la plupart, ils n'étaient même pas aux obsèques de Déby. Et c'est là le G5 Sahel qui s'occupe de ça. Moi, je pense qu'il y a aussi ça, il y a une influence de la France dedans. Et je pense que le Niger et la Mauritanie ne se sont pas désignés comme médiateurs eux-mêmes ou bien par le Tchad, mais je pense qu'ils ont été désignés par la France pour qu'ils fassent, en tenant compte de tout ce que j'avais dit peut-être, qu'ils ont été désignés. Bon, maintenant, quelle est le fact a dit qu'ils sont prêts à négocier. L'agent a dit qu'ils ne sont pas prêts à négocier. L'opposition a dit qu'ils ne sont pas d'accord que cette CMT s'installe et qu'il faut faire un dialogue inclusif. Donc maintenant, si réellement c'était eux qui se sont donnés, ou bien c'était une initiative africaine du Niger et de la Mauritanie, ils doivent maintenant trouver le juste milieu pour pouvoir avancer. Maintenant, si c'était juste pour avoir les avis des uns et des autres, je pense qu'on a compris que maintenant, la gente ne négocie pas. Donc, il y a une velléité de débat en guerre
qui peut maintenant être préjudiciable à la sous-région. Alors, Emile Guérin, vu, on va dire, toutes les ramifications et donc l'étendue du problème, est-ce que vous avez l'impression que la junte peut, je dirais, renverser la vapeur et pourquoi pas emporter l'adhésion populaire au sein même du Tchad? Est-ce que c'est possible pour la junte de manœuvrer, de pacifier et de s'installer durablement? Ça va être difficile. Cette junte, en tête du fils d'Idriss Déby, aura l'adhésion populaire très difficilement, simplement parce que c'est le fils d'Idriss Déby Itno. N'oubliez pas que c'est lui qui a mené la cavalerie qui allait décimer la famille de Yaya Dillo, et c'est la population qui a permis à Yaya Dillo de s'enfuir. C'est très important. Si c'est pas la population, ça veut dire qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a un malaise à l'interne populaire au sein du peu de la population tchadienne. Mon cher ami, il ne faut pas penser que c'est la France. Vous avez tort de penser, il faut le savoir. C'est lors d'une réunion, il faut aller au-delà de ce que vous pensez, c'est ça. Vous avez raison, c'est ça. Oh, oui, c'est lors d'une réunion sur le territoire français, en marge des obsèques, parce que ça a été fait à l'ambassade de France. Donc, l'ambassade c'est le territoire français, entre Macron et les pays, le G5. C'est lors de cette réunion que les deux ont été désignés, Gazaoui et Bazoum, pour mener les négociations. Entre-temps même, là où il y a une certaine confusion, ils auraient même pris contact en temps avec certains responsables de la rébellion. En temps. Vous comprenez? Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais c'était le cahier des charges qui lui avait été confié et voir les possibilités, les contours d'une certaine négociation pour aller à la paix. Alors aujourd'hui, je suis très difficile parce que la population a été déjà désabusée, le fait de n'avoir pas respecté l'ordre constitutionnel. La France nous parle de transition pacifique. Il n'y a pas de transition pacifique à avoir. La transition, elle est déjà là. C'est le CMT. Pourquoi on nous parle? Il y a la transition est déjà là. Il n'y a plus quelque chose. C'est déjà là, c'est le CMT. Mais est-ce que le CMT va essayer d'aller dans une gouvernance inclusive? Attendons de voir. Et ce qui est sûr, je ne vois pas ces jeunes aller dans des négociations ou de partage de pouvoir qui puissent arranger la classe politique qui aspire inévitablement à la conquête du pouvoir. Et donc, quand je vois les choses ainsi, parce qu'il débute, nous, c'est maintenu tout le temps pendant les 31 ans ou presque, par les armes. C'est les armes qui parlaient. C'est un autocrate, il ne faut pas dire. Et c'est maintenu tout le temps là par l'appui de la France. Et c'est là où je reviens sur la mort d'Idriss Déby Itno. Comment est-il mort? Je pense intimement, vu des informations que j'ai aujourd'hui, qu'il s'agit d'un assassinat, mais par qui? C'est vrai, il y a deux versions qui circulent. Il y a une version qui dit, au cours de la fuite, c'est vrai qu'une colonne s'est vraiment enfuie vers le Niger, parce qu'elle n'avait pas le choix. Vers le Niger. Est-ce qu'ils vont y rester? Ils vont continuer, comme vous l'avez expliqué, vous maîtrisez mieux le terrain que moi. Cela reste très plausible parce que vous ne pouvez pas rester à ciel ouvert. L'armée, aujourd'hui, l'armée aérienne tchadienne est un peu efficace. Donc, elle va les décimer. Pourquoi Bazoum et Gazaoui? C'est le choix de la France, parce que la France les maîtrise mieux. Les autres pays, il faut aussi avouer une situation. Tous les pays ont des problèmes aujourd'hui à l'interne. Que ce soit le Congo, le président de l'UA, et Félix Tshisekedi a dit clairement il faut l'ordre constitutionnel. Il faut revenir à une tradition démocratique. C'est-à-dire qu'il est en antipode à Macron, qui n'évoque pas de la démocratie. Ça pose un réel problème pour nous, peuple africain, où quand la France veut, il nous parle de démocratie. Quand elle veut, elle va à la réelle politique pour nous dire ce qu'elle a envie de faire en ce moment. C'est parce que jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas encore, tout de suite là, le pion efficace pour remplacer Idriss Déby Itno. Mon cher ami, détrompez-vous. La France a toujours fait ce jeu. Lorsqu'elle vous utilise, jusqu'à un moment donné, vous n'êtes plus efficace. Vous n'êtes plus, il ne peut plus vous faire confiance. Vous savez comment Hollande a dit de Déby, il est fiable. Il a dit il est fiable, efficace. Fidèle. Et fidèle. Mais si vous voyez, il est fiable, fidèle, efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, comme cela s'est passé à Hissène Habré, à un moment donné, il était devenu incontrôlable. Il fallait le dégager parce que toutes les exactions d'Hissène Habré avaient été commises sous les yeux
des Français, des officiers de l'armée française au Tchad en ce moment, sous la bannière de l'opération Épervier. Ils ont vu, ils savaient ce qui se passait. Moi, j'ai eu des témoignages effroyables des massacres de toute une famille commises par Idriss Déby lui-même, pas Hissène Habré lui-même. Donc, heureusement que le colonel Idriss Déby était là en ce moment pour venir le débarrasser. C'est lui qui a appuyé la gâchette. C'est lui, voilà, pour venir le dégager de là. Donc, la France a toujours été ainsi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui spéculent qu'il ne serait... Parce que il faut le reconnaître, qu'il a un franc parler au pair. Il dit les choses telles qu'elles sont. Vous vous souvenez qu'il a dit que je voulais partir, ce que je ne crois pas. En 2006, quand la France m'a obligé à arriver là, c'est faux. Je ne crois pas du tout parce que c'est quelqu'un qui aime le pouvoir. C'est quelqu'un qui aime la guerre. Il est dedans, il vit de ça. Donc, c'est pas facile aujourd'hui pour un chef d'État d'avoir les mains libres de diriger, surtout avec l'onction de la France qui puis dit non, moi je ne veux plus, j'en ai marre du pouvoir. Il est resté depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Et cette rébellion, si la France a eu ce qu'elle voulait, elle n'a plus besoin de la rébellion, simplement. Si elle a eu ce qu'elle voulait, elle n'a plus besoin de la rébellion. Parce que n'oubliez pas, beaucoup de choses se disent autour de la position qu'il a dit clairement, Déby par rapport au CFA et autre chose. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est quitter sans la méthode proposée par la France, le CFA. Ce serait très compliqué pour la France aujourd'hui avec la situation de crise économique et financière mondiale que nous vivons, qui va s'aggraver les mois et les années à venir. La France a bien peur de ça. Il faut se débarrasser de ces vérités qui vont vouloir sortir sans son organisation, sans sa tutelle du CFA. Ça pose problème. Donc aujourd'hui, j'estime ce qui s'est passé, que je parlais des versions de la mort, qu'au moment où il y avait eu cette fuite vers le Niger, il y a une colonne qui a surgi brusquement pour attaquer l'armée régulière. Et Déby était là, mais ce que je ne crois pas, parce qu'il faudra-t-il qu'il sache la position. Et les seuls à savoir la position d'Idriss Déby Itno, c'est le renseignement français. Les seuls. Ensuite, une autre que je crois, qui me semble plausible, et Déby avait décidé de négocier avec certains chefs rebelles. Donc c'est au cours de cette réunion-là qu'il a dégénéré. Ce qui a pu passer, c'est un classique pour Déby Itno. Souvent, il négocie avec la rébellion, surtout les têtes, il les prend. Il y en a plein dans son gouvernement ou au palais qui sont là aujourd'hui. Puisque aussi, c'est de sa famille, les Agawa, les Goran. Donc c'est quelqu'un qui voulait savoir aussi que les temps sont proches. Il a prédit, il dit, je ne mourrai pas sur mon lit. Je mourrai certainement au combat. Certainement, je crois fortement que quelqu'un, un spirituel, lui aurait révélé la manière dont il allait mourir, ou Dieu même lui a montré, et puis il s'y était préparé, et puis voilà, il a accompli son destin. Ça arrive. Alors, Maman Tachoukou, des issues possibles pour la junte peut s'installer durablement. On sait qu'aujourd'hui, la junte a le soutien visiblement affiché de la France, qui a donc prôné un discours de fermeté, de solidarité, et donc de soutien. On sait que le G5 Sahel renforce cette junte-là, mais un discours détonnant, c'est la sortie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui dit nous appelons à une restauration de l'ordre constitutionnel au Tchad. Pourquoi Félix Tshisekedi prône l'ordre constitutionnel, contrairement à tous ces alliés-là de la zone qui visiblement trouvent un intérêt direct à ce que la junte reste au pouvoir? Bon, vous savez, les G5 Sahel, aujourd'hui, depuis 2013, le Tchad est devant les opérations. Que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Nigeria ou au Cameroun. Tout à fait. L'armée tchadienne a été vraiment sollicitée et à chaque fois le Tchad a répondu et l'efficacité de l'armée tchadienne a fait que toute la sous-région presque se sent en sécurité et de la présence de l'armée tchadienne. Moi qui suis dans la région de Difa où il y a Boko Haram, et dès que l'armée tchadienne vient, on dort bien parce qu'on pense qu'ils sont beaucoup plus à même de... Donc, c'est cet intérêt-là,
c'est le fait que les militaires tchadiens sont les chairs en canon de l'Afrique de l'Ouest, ou bien d'une manière générale des G5 Sahel, qui fait que les pays des G5 Sahel sont beaucoup plus agités à soutenir, pour ne pas perdre cette possibilité d'avoir une armée aguerrie capable de contenir les djihadistes dans nos pays. Et ce n'est pas le même intérêt pour Tshisekedi, comme vous dites, Tshisekedi, le président de l'Union africaine, donc, et que nous avons opté pour la démocratie. Il ne peut pas, lui-même, c'est ça qu'il a fait qu'il est là. Donc il ne peut pas venir dire, bon, voilà, et il n'a pas cet intérêt dont nous avons, que les pays des G5 Sahel ont. Et je pense que c'est tout à fait normal que le président de l'Union africaine demande à ce qu'on respecte la Constitution. D'ailleurs, pas uniquement, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine aussi avait fait la même chose. Tout à fait. Et c'est vrai, moi je pense que le président de la Commission de l'Union africaine a des intérêts personnels et qui fait qu'il s'est présenté et il a eu un autre langage. Mais cela n'empêche l'Union africaine à dégager sa position. Je pense que les autres organisations de la sous-région se doivent dégager leur position et s'aligner sur la position du peuple tchadien. Aujourd'hui, le peuple tchadien a besoin d'une transition démocratique. Pas d'une transition pacifique. D'ailleurs, il n'y a même pas de transition pacifique. Même si on fait transition démocratique, et M. Kabadi qui refuse de prendre le pouvoir, et d'ailleurs, moi, je ne crois pas à cette histoire où on a amené Kabadi, voilà, le cadavre de Déby est là, donc toi, maintenant... Non, il est le président de l'Assemblée. On doit saisir l'institution, pas la personne du président de l'Assemblée. En ce moment, si le président est inapte pour diriger, il y a le vice-président, il y en a plusieurs de vice-présidents, et jusqu'au dernier député. C'est ce que la Constitution dit. Cela veut dire qu'il y a eu un coup d'État, et ce coup d'État a été... MPS a fait sien. C'est comme si en écoutant hier le SG du MPS, c'est comme si c'est venu d'eux-mêmes, du président de l'Assemblée et du MPS pour que le CMT s'installe. Donc maintenant, pour qu'il n'y ait pas de problème et pour qu'il y ait vraiment pour que le point de vue se rejoigne, moi je pense que la solution, c'est qu'on fasse le scénario à la malienne. Comment donc? C'est-à-dire que la gente accepte qu'il y ait un président de transition civile et que, compte tenu des aspects sécuritaires, on met un militaire comme vice-président et qui s'occupe des affaires sécuritaires et de la défense. Maintenant, et qu'il faut former un gouvernement d'union nationale qui va préparer les institutions et une nouvelle constitution et aller au-delà. C'est la seule solution et je trouve que c'est possible de le faire si la France accepte ou bien si la France se met dedans. Parce que, en fait, la force de la gente actuellement, c'est la France. Et les pays des G5 Sahel, que ce soit les médiateurs Bazoum et Gazaoui, ils sont sous ordre française. Donc, si aujourd'hui la France revient à des meilleurs sentiments et qu'elle s'aligne derrière le peuple tchadien, et que la situation va changer, et la seule solution, c'est ce scénario-là. Sinon, je pense que la guerre va perdurer et que le Tchad va être dans une instabilité sans précédent, parce que même parmi toutes les... C'est vrai, depuis 1963, ils sont en guerre de temps en temps, mais il n'y a jamais eu de chef d'État tué au combat. Il n'y a jamais eu une rébellion qui s'est installée dans le Tchad. À chaque fois, quand ça vient, la rébellion vient, ça marche, ils restent. Et ça ne marche pas, ils retournent sur leur base arrière à l'extérieur du Tchad. Mais là, à l'image de Frolina, ils sont à l'intérieur du Tchad. Donc maintenant, en ce moment-là, je pense que la meilleure solution, c'est que pour éviter un problème plus grave, il faut que la France s'aligne sur le vœu du peuple nigérien et peuple tchadien. Peuple tchadien. Voilà qui est clair. Et Emel Guéret, un scénario à la malienne, c'est possible, selon vous?
Oui, ça aurait été bien. Mais là maintenant, c'est pas ce que la France veut aujourd'hui. Pas du tout. La France, c'est pas ce que la France veut du tout. C'est comme l'expression qu'on veut. On sent que le petit, il faut le maîtriser. Et Maman Tali, il est maîtrisable et il faut le tenir jusqu'à voir si c'est possible. Après 18 mois, le maintenir, ça dépendra de l'environnement, de l'image, de la situation sociopolitique, des forces en face de cette chose-là. Et c'est là où ça craint. Je crains au-delà même de la rébellion qui est une guerre civile à l'intérieur même du Tchad, du N'Djamena, parce que j'ai parlé tout à l'heure de la minorité au pouvoir depuis 30 ans. Les autres aussi aspirent à gouverner le Tchad. C'est très important, surtout au niveau du sud du Tchad. Donc, cette population est majoritaire. Le jeu qui est fait, c'est-à-dire que j'ai comme l'impression qu'il n'y a que cette issue. Quand vous l'avez révélé et que le président de l'Assemblée refuse d'assumer la Constitution, on se dit mais pourquoi ils ont remanié cette Constitution et seulement en 2020. Tout à fait. Seulement en 2020. La dernière Constitution de 2020. Ils sont incapables. Ça veut dire qu'elle est basée sur un seul homme. Et c'est là le problème de nos dirigeants. Il n'y avait pas une vision qui projetait le Tchad vers un devenir certain. Pas du tout. Et le Tchad était lié, était calfeutré au personnage d'Idriss Déby Itno. Maintenant qu'il est parti de façon brutale, on cherche comment faire. Et comme c'est toujours le jeu du père qui est là, qui est la France, et donc je me rappelle même jusqu'après quelques heures de l'annonce de sa mort que l'un des rebelles qui a mené l'attaque de 2008 sur le palais, et Koulamala, je crois, Koulamala, qui osait dire sur les antennes d'une presse internationale, il demandait aux journalistes d'aller bien relire la Constitution et que la Constitution prévoyait que ce soit le vice-président qui remplace le président, le chef d'État dans cette situation-là. Ce qui était faux. Ça veut dire quoi? Il y a eu des moyens pour changer, en disant qu'il vient d'être élu, le vice-président n'ayant pas encore pris le pouvoir. Donc on peut se permettre de mettre une jette là pour le moment. Ce qui n'a pas marché, la classe politique tchadienne s'est levée tout de suite pour relire et exposer la Constitution au vu aussi de tout le monde. Ce qui a été impossible. Qu'aujourd'hui, cette junte, comment ils vont, je ne sais pas comment ils vont faire, il y a déjà autour de ce fils-là 15 généraux qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, qui sont en majorité de la même ethnie que Idriss Déby Itno, et que comment est-ce que la classe politique en fait aujourd'hui, je trouve qu'elle est en position de force. Et que cette jeune-là, vous l'avez si bien dit, parce que si réellement il maîtrisait le terrain militaire aujourd'hui, il suffit qu'il pousse la rébellion jusqu'au Niger. Et Déby l'avait fait par rapport à Boko Haram. Il a été jusqu'au Nigeria combattre le Boko Haram. Mais qu'ils fassent pareil. Ils ne vont pas crier à ceux-là, Bazoum, non, oui, le président nigérien, et Gaza pour dire venez m'aider, ou le président de Darfour pour dire venez m'aider à régler cette situation. Je trouve que c'est minable. Ils n'ont pas la situation en fait à main. Et quand ça, ils mettaient cette position. En fait, je pense sincèrement que cette jeunesse a envie qu'il y ait une instabilité pour se maintenir. J'ai envie que la rébellion continue pour qu'ils disent, vous voyez, on continue de faire la guerre. Peu importe si les soldats, je vous rappelle que quand j'observe très bien les différents fonctionnements, différentes opérations, telles que Déby Itno a construit son armée, je ne suis pas sûr qu'il ait des soldats, mais il a plutôt des guerriers. Et c'est ça qui pose problème. Il a plutôt des guerriers, il n'a pas de soldats. La lutte contre le djihadisme qu'a mené Déby Itno, c'est parce qu'il est la France l'a dit, il est volontariste. C'est-à-dire, quand Hollande lui a dit, écoute, viens à notre secours, viens nous aider au front, il a accepté. Il a reçu plusieurs fois des armes de la France. Je me rappelle encore des chars appelés Sarguet. Il en a reçu en quantité pour faire cette lutte-là, pour renforcer son armée. Et c'est parce qu'il a voulu. Quand vous prenez par exemple l'armée sénégalaise, c'est une armée formidable qui est sur le terrain. Même l'armée nigériane, vous vous souvenez, lors de la situation Sierra Leone-Libéria, l'armée nigériane était intervenue de façon remarquable, extraordinaire. Donc c'est une armée performante. C'est parce qu'il n'y a pas une volonté politique pour pousser ces armées-là à aller au front. Et je me dis aujourd'hui, quel est l'intérêt de la France? Que veut la France au Sahel? C'est bizarre, non?
Attends, que veut la fin? Même si les rebelles et Touareg... La déstabilisation de la région influe directement sur celle de l'Europe aussi. On sait que... Comment, dites-moi? L'Europe partage beaucoup de frontières avec la Libye, notamment. Mais la Libye est déjà dans le bazar. Et la France a mis la Libye dans le bazar responsable. Oui. Sarkozy en fait les frais aujourd'hui. Alors pourquoi ils tiennent à venir faire cela? Je dis, même sans la France, si l'armée malienne était bien organisée, ils allaient venir à bout de cette rébellion-là, inévitablement. Il suffit que les Africains s'organisent et soient solidaires, que leur armée coopère ensemble pour pouvoir, parce que nous sommes en face d'une guerre asymétrique. Ce défi djihadisme, ce n'est pas maintenant. Et Déby l'a dit, il dit Boko Haram, il y en aura demain, encore très longtemps. Alors, quelle est la politique sécuritaire que cette junte est en train de mettre en place lorsque aujourd'hui vous êtes face à une rébellion que vous ne maîtrisez pas, et vous ne savez pas les lendemains? Vous ne maîtrisez pas la situation aujourd'hui, comme le maréchal la maîtrisait à l'interne, comment l'opposition va pouvoir organiser, va pouvoir diriger les marches civiles, pacifiques qui sont en train d'être organisées, et beaucoup de choses surprises restent à venir au Tchad. Et cette junte, ce petit, quand vous l'observez d'ailleurs, on dirait qu'il n'est pas pire. C'est vrai, son papa vient de décéder, on va dire qu'il pense, c'est un soldat. Il n'a pas pensé à ça. Et il prend les rênes du pouvoir aujourd'hui. Mais il a l'air évasif. On n'a pas l'impression, on a l'impression comme quelqu'un qui a été forcé de faire ça. Et comme son père peut-être a dit que la France l'avait forcé à réviser la position, peut-être que la France est en train de le forcer à rester là et à faire le jeu de la France pour maîtriser. Parce que si la France perd aujourd'hui le Tchad, ça ne finit. La Libye sera complètement dégagée aujourd'hui. Et vous savez, la population libyenne aujourd'hui a une haine viscérale contre la France pour ce qui est arrivé. Sérieux. Déby n'a jamais cessé de dire que ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, c'est la faute à la France, c'est ce qui est arrivé en Libye. Donc il faut que la France essaie de revoir. C'est vrai, quand vous êtes en perte, vous êtes en décadence, vous êtes en dégénérescence, vous perdez les pédales, vous dirigez mal. Qu'est-ce que cela coûte? Même les États-Unis ont appelé à une transition pacifique. Qu'est-ce qui revenait? Que la France pourrait œuvrer pour cette transition, pour le respect de la Constitution? Le président de l'Assemblée, il peut le maîtriser. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se joue là, et il faudrait que ce soit le fils. On l'a vu au Togo ici, en 2005, je crois. On l'a vu au Congo, encore là, c'est un peu nuancé. On l'a vu au Gabon. Peut-être ça va arriver au Cameroun, et ainsi de suite. Et on nous dit que nous sommes habitués. Mais c'est une insulte, c'est une flétrissure par rapport au peuple. Aujourd'hui, les peuples africains ne sont pas plus monarchiques que l'Angleterre. Et ailleurs beaucoup, en Europe. Il y a encore là, même si c'est parlementaire. Mais nous, on a au moins cessé avec ça. Et on pense que nous sommes habitués à ça. Ça veut dire quoi? C'est une nouvelle manière de nous dire accepter les enfants des dirigeants et puis il n'y a pas de problème. Et là où le bas blesse, quand la junte militaire a pris le pouvoir en Libye et au Mali, la France a crié transition démocratique, respect de la Constitution, retour à l'ordre constitutionnel. Pourquoi pas au Tchad? 2 poids 2 mesures. Mais la France est en train de perdre totalement confiance. Nous n'avons rien contre la France. Mais l'oligarchie française, le pouvoir français, la gouvernance française, nous disons que c'est fini et ce sera fini bientôt. Mohamed Tarchoukou, votre lecture des prochains jours, des prochaines semaines à venir pour le Tchad, aussi bien que pour la région, le G5 Sahel, et pourquoi pas votre pays d'origine, le Niger. Le Niger. Bon, c'est vrai, je voudrais un peu rebondir sur ce que je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai, quand ils ont élu Macron, nous avons pensé que voilà, un jeune qui arrive en France et que nos relations seront autres. Mais j'ai l'impression qu'il est même plus, comment on appelle plus huilé. Plus huilé, et il veut vraiment reprendre tout ce que ses grands-parents ont fait aux Africains et il veut les appliquer en ce moment, mais ça ne sera pas possible, ça sera très difficile. Même au Tchad, je pense que ça sera très difficile. J'ai trouvé des gens capables. Aujourd'hui, la jeunesse tchadienne, ce n'est pas la même chose que dans les années 90. Aujourd'hui, j'ai écouté Succès Massara et j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Niamey. Je l'ai écouté hier sur RFI. Il y a une éloquence, il y a une détermination qui est là.
Et presque dans tous les pays, il ne faut pas accepter. Nous sommes les francophones, nous sommes les derniers, sur tous les plans. Vaut mieux nos frères anglophones. Nous, les francophones, nous avons un problème et il faut que la France comprenne que les choses doivent changer. Et qu'ils ne peuvent pas décider à notre place qui va nous diriger. Et je suis d'accord avec vous que le fils de Déby est là, pas parce qu'il veut être là, mais parce qu'on l'a imposé d'être là. Et Déby a fait 30 ans et il a façonné tout le pouvoir à sa personne. Tous les compartiments de l'État sont à sa personne. Il est en communication directe avec tous les compartiments de l'État. C'est-à-dire qu'il n'a permis à personne d'autre de gérer le pouvoir et il n'a jamais prévu après lui, apparemment, c'est ce que j'ai compris. Et cela a donné cette situation qui sera vraiment très grave. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense qu'il y aura des affrontements encore. Il y aura la rébellion va montrer qu'elle existe parce que le communiqué d'hier a fait que le président de facto sera je pense que c'est un journaliste de l'AFP qui l'a appelé et j'ai vu ça et dit que s'ils veulent la guerre, on va faire la guerre. Il y a un problème d'ego au Tchad. C'est pas, je vous ai dit tout à l'heure que tout malgré que ça soit dans un État, dans un truc moderne, les gens se définissent en fonction de leur ethnie, en fonction de leur tradition, de leur appartenance. Donc, et je vous apprends que le père du président du FACT a été tué par Déby. Donc maintenant, il est revenu, lui, il a tué le père de Mohamed Kaka. Donc ça devient un problème presque... Entre des enfants d'eux. Entre des enfants d'eux. Et chacun va jouer son ego pour aller dans une arrogance qui va certainement créer d'autres problèmes, d'autres conflits et d'autres batailles qui vont certainement dans les jours à venir. Maintenant, en ce qui concerne l'opposition politique, je pense que la France va jouer sur le temps. Et les autres aussi, chefs d'État africains aussi, ils vont jouer sur le temps pour maintenant faire accepter cette donne. La réalité est là. La réalité, d'ailleurs, hier, un des débatteurs sur France 24 disait que la réalité est là et la réalité est plus forte que les principes. Et je ne suis pas d'accord. C'est les principes qui régissent la vie d'un État et c'est les principes qui doivent être plus forts que la réalité. Donc je pense que l'opposition doit maintenir sa pression et qu'il faut aller de l'avant. Et le chef d'État de G5 Sahel, comme a dit mon frère, l'armée nigérienne c'est une armée professionnelle, aguerrie, républicaine. L'armée de tous les autres pays sont capables de faire face à l'insécurité qui se vit dans leur pays. Donc aujourd'hui, ces mythes-là qu'on nous a inculqués dans la tête des Souhaits, surtout nous qui sommes du Sahel, que seule l'armée tchadienne peut contenir les djihadistes, je ne suis pas d'accord avec ça et que les chefs d'État de G5 Sahel ne doivent pas accepter ça. Malheureusement, ils ont accepté et cela a fait que c'est pourquoi ils sont plus agités que leurs collègues de la l'Afrique centrale. Le moment de fait, c'est que je suis heureux que ce processus qui est en train de se dérouler aujourd'hui est en train de devenir physique et je suis convaincu que les choses vont changer, sont en train de changer partout et nous sommes allés dans un cycle de lumière où tout sera dévoilé. La France est en train de perdre la main en Afrique, ça va arriver. Vous avez vu, quand vous parlez de ce jeune Sucé Masra, son discours, il encourage la jeunesse et je suis sûr que ce petit va avoir la jeunesse autour de lui pour faire bouger les lignes au Tchad. Voilà. Je suis convaincu. Vous êtes Emel Guérin, consultant en communication et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, Mahaman Tar Choukou, vous êtes acteur politique nigérien. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien. Merci.
want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika.